Merci Claire. Entre émotion et raison. J'étais en train de penser... bonsoir. J'étais en train de penser à une entreprise. Ils avaient décidé de faire une journée de déconnexion. C'est-à-dire, vous imaginez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire fermer les portables, les ordinateurs, etc. Moi, je leur ai dit, mais en fait, c'est pas vrai. Il faut faire plutôt une journée de reconnexion. Le jour où tu n'as plus le portable, tu te reconnectes à plein d'autres choses, quoi. Et peut-être à des choses plus vivantes dont tu parles. Je peux m'asseoir comme ça? Ça vous va ou vous ne me voyez pas? Bon, d'accord. Bon, je ne m'assois pas. Alors, je ne sais pas si c'est la raison... c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils sont la tête dans le guidon, qui sont... comment dire... ils sont à la fois pragmatiques, cartésiens, et très pratico-pratiques et très concrets, mais en même temps, ils ont la tête dans le guidon. Enfin, vous voyez, toutes ces expressions-là qui montrent un peu notre rapport à la raison dans le monde du travail. Et on dit, bon, c'est pas vrai, on a besoin de penser aussi, on a sûrement besoin de mettre ses pensées en rapport avec ses émotions, et sûrement besoin de mettre ses pensées en rapport avec ses sensations. Ça fait 3 registres, en fait, que, évidemment, il y a souvent le travail nous anesthésie, et un peu, non, je dis pas toujours, pas partout, c'est vrai, il ne faut pas pousser quand même. Mais il anesthésie un certain nombre de choses, un certain nombre de facultés, en fait, on pourrait dire ça. Il nous spécialise tant qu'il anesthésie un certain nombre de facultés. Et du coup, penser l'esthésie, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous réinformer par nos sensations, évidemment, c'est aussi ça qui peut relancer la machine à penser. Et ce n'est pas seulement, effectivement, les concepts ou l'abstraction. Alors, en fait, moi, j'avais envie de témoigner par rapport à cette période. J'ai été en contact avec, pendant cette période, notamment pendant le confinement, j'étais en contact téléphonique et puis en Zoom avec des gens qui étaient en télétravail, et puis aussi en contact téléphonique et aussi en Zoom avec des gens qui étaient en EHPAD, on pourrait dire en première ligne. Tout le monde sait ce que c'est un EHPAD? Malheureusement, on sait ce que c'est un... Donc ces établissements qui concentrent en eux-mêmes une vulnérabilité incroyable. Enfin, puisque tous les gens qui sont dedans sont vulnérables, le système lui-même est particulièrement vulnérable. Et on voit bien à quel point il fallait se battre d'une manière incroyable pour que ce système-là ne se casse pas la figure d'un coup, en fait. Donc, mais quand même, j'avais envie, alors ça fait assez écho à plein de choses que tu as dites, hein. J'ai eu envie, même pendant toute cette période, de repérer les signaux faibles d'un renouvellement du management ou d'un renouvellement, effectivement, d'un certain rapport au travail qui était conditionné par ce qui se passait. Alors, je vais le faire en 2 parties. La première partie, effectivement, c'était dans ces EHPAD, les gens qui m'appelaient me disaient, par exemple, je me rappelle d'une infirmière coordinatrice qui me dit « C'est incroyable, je me sens complètement perché, j'arrive pas à descendre. » Je lui dis « Qu'est-ce que ça veut dire, tu te sens perché ?»« Je me sens particulièrement vivante. » Ah ben alors, ça veut dire quoi? Bah oui. Elle dit, je pars le matin, il est 7h, je rentre le soir, il est 20h, j'ai mis mes gosses ailleurs. Et pendant toute cette période, je me sens particulièrement vivante parce qu'il faut lutter contre la mort, il faut lutter contre la peur, il faut lutter... Enfin bref, il faut faire une vie bonne quand même à ces gens-là. Et alors, ce qui se passe au sein des établissements, c'est que elle me dit, par exemple, la directrice, elle a enlevé ses talons. Hein. C'est le manager qui enlève ses talons. Ça. Alors, c'est pas pour me moquer de la directrice que je dis ça. C'est qu'effectivement, elle est plutôt dans un rôle de représentation, en EHPAD, etc. Enfin bref, son management, il est peut-être, il est comme ça. Il est à partir de son rôle de représentation. Il est peut-être un peu perché des fois, mais en tout cas là, une des caractéristiques de cette période où on se sent particulièrement vivant et où on se sent particulièrement fier de son travail, ce qu'il me disait, et à plusieurs reprises, c'était qu'effectivement, tout à coup, il y avait une incroyable porosité des rôles sociaux et des statuts. Une incroyable porosité des fonctions. C'est-à-dire qu'il disait, c'est dingue, je me rappelle d'une ASH qui me dit, après j'en ai vu, qui me dit, on discutait avec le médecin d'égal à égal. Hein. Alors tu dis, c'est presque une évidence. Est-ce que les organisations pourraient faire en sorte qu'on puisse discuter d'égal à égal? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse discuter d'égal à égal? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut
pour que finalement on s'organise, pour que chacun puisse devenir source de valeur pour l'autre. Pour que la concertation, ce qu'on appelle la concertation, ce qu'on appelle toutes ces réunions, alors en plus ils avaient plein de réunions informelles, ils s'asseyaient un peu dans un coin et disaient qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on fait. Et ce qui rejoint un peu ce que tu disais à propos des process, c'est-à-dire tout à coup, on leur donnait des consignes, notamment l'ARS, hein, l'Agence régionale de santé, puis même le ministre leur donnait des consignes qui changeaient quasiment tous les jours. Donc c'est à peu près sûr qu'ils ne pouvaient pas les respecter. Ce qui est le cas la plupart du temps. On ne peut pas respecter tout ce qu'il faut faire, toutes les normes et tous les process qu'il y a dans un EHPAD. C'est sûr qu'on ne peut pas. Donc chaque jour, on en ressent une culpabilité. Chaque jour, tu rentres chez toi, tu es infirmier, tu es aide-soignant, tu es ASH, tu rentres chez toi en disant « j'ai pas fait ce qu'il fallait que je fasse ». Et j'ai pas fait non plus ce que je pensais faire dans ma propre intuition, aussi ce qui était bon, si ce n'est, peut-être je l'ai fait quand j'ai fermé la porte de la chambre, j'ai fait un peu semblant. Du coup, on disait, tiens, là, parce qu'il y avait concertation, parce que les uns et les autres se trouvaient, les uns et les autres, des interlocuteurs, comme des interlocuteurs valables, quel que soit leur statut, leur niveau hiérarchique et leurs compétences, parce qu'il y avait aussi une porosité des rôles, c'est-à-dire que la directrice, elle avait enlevé ses talons pour faire les toilettes, et la SH, elle pouvait donner à manger un peu. Donc, eh bien, avec tout ça, effectivement, on pouvait ne pas respecter les protocoles, mais on le faisait en conscience. Et c'est ce que j'appelle, moi, de l'éthique partagée. C'est-à-dire, c'est parce que tout à coup, au lieu d'être simplement dans ce que tu disais, l'automatisme de la règle et du process, on est dans la conscience de ses responsabilités, de ce qu'on a à faire dans un cas pareil, parce que c'est aussi une conscience collective. C'est-à-dire qu'on en a parlé, on a échangé sur des critères, on a échangé sur ce qu'on peut faire. Et il me semblait que ça, c'était une voie du management particulièrement intéressante à ce moment-là. Et alors, je passe... Il me reste combien de temps ? C'était bientôt 3 minutes. Il reste que 3 minutes. Waouh ! Alors, je passe de l'autre côté, le télétravail. Ça m'a intéressé, le télétravail, parce que télos, en grec, ça veut dire... Est-ce que ça veut dire que c'est à distance ou est-ce que ça veut dire que ça vise une cause lointaine ? Je me dis, tiens, ça c'est intéressant. Quand on travaille ordinairement, à partir d'un ordinateur, d'un terminal, à partir d'un écran, souvent, c'est finalement pour une cause lointaine. On est assez loin du produit qu'on crée. On est assez loin. Et puis là, tout à coup, alors, ce qui était étonnant, il y a eu plein de paradoxes, puisque j'ai plein de gens qui m'ont dit, pendant ce temps-là, quand les gens étaient les uns et les autres étaient chez eux, ils n'étaient pas dans un comment ça s'appelle, en coworking, ils étaient vraiment chez eux. Et puis il y avait le petit qui montait avec les mains pleines de miel, ou de confiture, qui la mettait sur l'ordinateur. Voilà, il y a une espèce de mélange. Là aussi, il y avait de la porosité. Tout à l'heure, c'était de la porosité des rôles et des fonctions. Et là, il y avait de la porosité privée-publique. Sans pour autant que ce soit honteux, finalement, de montrer un peu de sa vie de chez soi. Sans que ce soit conflictuel de faire... Parce que vous savez, d'habitude, c'est un peu trop de travail fait un peu moins de famille. Ou un peu trop de famille fait un peu moins de travail. Bref, il y a une espèce de tension et de distorsion même entre les deux. Et là, tout à coup, il y avait une espèce de mélange. Oui, attends, excuse-moi, je ne peux pas continuer comme ça maintenant. Je te rappelle dans 5 minutes. Bref, c'est drôle. Et puis aussi, alors moi, c'est ce que j'ai trouvé quand même particulièrement intéressant, le nombre de managers qui m'ont dit, mais finalement, pendant cette période, mon rôle consistait vraiment à dire comment ça va. Mais c'était pas un comment ça va mécanique, c'était vraiment un comment ça va. Mais comment ça va, comme on fait en Afrique, c'est-à-dire tes enfants, ta femme, ta grand-mère, et ta grand-mère qui est un peu vieille. Et c'était vraiment une espèce de se prendre soin là qui prend en compte pas seulement l'autre dans sa fonction, mais aussi l'autre dans son univers, dans son milieu. Donc une espèce de prendre soin un peu holistique quand même, où on s'occupe finalement de l'autre dans un contexte général. Et je me dis ça quand même, pour moi ce serait un signal faible du management qu'on pourrait tout à fait activer. On pourrait dire c'est les signaux faibles, on souffle dessus comme des braises pour rallumer quelques feux. Et il y avait quelque chose aussi qui m'intéressait beaucoup dans cette histoire du management, c'est que tout à coup le télétravail, justement, c'était pas du télétravail. C'est-à-dire que on travaille chez soi. On travaille chez soi, c'est-à-dire on a choisi son lieu. Alors, pas toujours, ça dépend qui. Là aussi, j'ai essayé de tirer les endroits où ça me paraissait positif et intéressant. Évidemment qu'il y a plein de contre-exemples. Mais c'était 1 minute.
D'accord. Et alors, et la chute et la fin, c'était pour dire... Alors la fin, c'était le mot savant de Roland Barthes, que j'aime bien, qui disait, finalement, il y a des communautés comme ça, monacales, où la communauté permet de faire en sorte que chacun puisse vivre à son rythme. Mais tout en appartenant quand même à la communauté. C'est pas je vis à mon rythme, donc je m'en fous des autres. Non, non, non. Et on appelle ça l'idiorhythmie. On disait, tiens, un travail qui serait comme ça, dans une utopie idiorhythmique, où quand même, il serait émancipateur, où quand même on favoriserait la liberté de chacun de travailler où il veut et quand il veut, et au rythme qu'il veut, du moment qu'effectivement il contribue à la communauté, ça, il y a peut-être un signal faible à cultiver, en tout cas qui correspond sans doute à un courant de notre époque et qui correspond à un courant dans lequel on pourrait aller. Merci.